Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Mathilde Damoiselle. Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisatrice et on a eu envie de vous inviter pour que vous nous parliez de ce doc, pour donner envie à nos auditeurs d'aller sur la plateforme de arte.tv pour parler de ce documentaire que vous avez réalisé, Le sucre pour la douceur et pour le pire. Voilà, c'est en 2 volets et c'est absolument remarquable parce que déjà, je vais dire une chose, c'est que vous n'êtes pas culpabilisante, c'est-à-dire que vous ne dites pas ne mangez plus de sucre, vous nous laissez nous faire une idée. Donc il y a à la fois toute la naissance du sucre, l'esclavage, les cannes à sucre, et puis après la deuxième partie qui est un peu plus sur la nutrition. Comment on se lance dans un doc comme celui-là ? Parce que c'est vertigineux comme sujet. C'est vertigineux. Moi, j'ai un vrai goût pour ces projets, pour le sucre terrible. J'ai beaucoup de mal à m'en défaire. Mais j'aime beaucoup prendre une denrée, un petit exemple, quelque chose qui est très familier, très simple, et tirer les fils pour montrer toute l'histoire que ça charrie. Parce que aujourd'hui, on parle de Chine et des conditions dans lesquelles les Ouïghours et puis de quelle façon sont faits les vêtements. Mais quand on regarde votre doc, moi, ça m'a fait penser à ça. On ne s'imagine pas dans quelles conditions est fait le sucre, le raffinage du sucre, y compris aujourd'hui. Alors, il y a eu une grande partie sur l'esclavage, où il y a eu beaucoup de populations qui ont été déplacées pour aller couper les cannes à sucre. Mais en fait, ça m'a fait penser à ça. En fait, on mangerait plus de sucre si on voit votre doc, on se dit dans quelles conditions tout ça est fait. Vous savez, on le cite dans le film, et puis c'est très connu. Dans Candide de Voltaire, il y a cette citation de l'esclave que Candide croise et qui lui dit, voilà, quand on travaille aux sucreries, quand on est blessé, on nous coupe le bras, quand on s'enfuit, on nous coupe la jambe, on m'a fait les deux, c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Et c'est écrit au XVIIIe siècle par Voltaire. Et en fait, ça résonne toujours aujourd'hui. C'est à ce prix qu'on mange du sucre, mais c'est aussi à ce prix qu'on s'habille bon marché. C'est à ce prix qu'on utilise des smartphones qui sont pleins de métaux rares, qui sont exploités dans des conditions terribles, notamment dans la région des Grands Lacs. Donc, vous parlez de culpabilité. Oui. Moi, c'est pas du tout mon travail de culpabiliser les gens, c'est d'informer, de donner des clés pour comprendre. Or, c'est vrai que notre façon de consommer globalement, et moi je parle du sucre, mais c'est beaucoup plus large, ça a toujours un coût. C'est toujours au prix d'une forme d'exploitation. On voit que beaucoup de pays se sont construits grâce au sucre, en fait. Alors, en particulier le Portugal ou le Royaume-Uni, et la France aussi, mais à moindre échelle. En fait, le sucre a construit notre économie actuelle. Alors oui, c'est allé un petit peu loin, mais moi ce que j'ai voulu montrer avec ce sucre, c'est que c'est vraiment la denrée première qui crée pour la première fois une économie qu'on pourrait dire mondialisée dès le XVe siècle. Et ça commence effectivement avec l'Empire portugais, qu'on connaît pour ses grands navigateurs, qui repoussent les limites du monde connu. Et en fait, dès la fin du XVe siècle, sur l'île de Sao Tomé et Principe, ils mettent en place un système. Ce système, c'est quoi ? C'est planter de la canne à sucre, parce que la demande explose, il y a une grande demande en Europe, et comme c'est un travail harassant, extrêmement difficile, pour le faire, on déporte des esclaves de la côte ouest de l'Afrique. Et donc, esclaves et sucre, l'économie de plantation. Et cette économie de plantation, elle va se diffuser dans le monde entier. Les Portugais vont l'emmener au Brésil, les Hollandais vont la parfaire, ça va revenir dans les Caraïbes, ça repart dans le sud des États-Unis. Et cette économie de plantation, elle existe toujours. C'est un espace où on produit de façon extensive, au prix d'une brutalisation du travail, mais aussi de l'environnement, une denrée qui est uniquement destinée à l'exportation. C'est un doc formidable. C'est vraiment passionnant et c'est réalisé de façon extrêmement vivante et avec des images d'archives fortes. Avec des images très fortes. On va en reparler. Il y a déjà des questions de nos auditeurs sur le sujet. On va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Comment faire quand tu perds le peu que tu as ? C'est un Jamaïcain qui parle. Perdre le peu que l'on a. La Jamaïque sinistrée, des habitants désespérés, tout comme son voisin cubain. On pourra en parler puisque ça a été l'Eldorado du sucre, Cuba. On le voit dans votre doc. Haïti aussi. France 2 a diffusé hier un reportage au cœur de l'ouragan. Quand l'ouragan a commencé, et ils étaient dans différents endroits. C'est un reportage édifiant et impressionnant. Un bruit assourdissant et oppressant depuis plusieurs heures.
L'ouragan Melissa traverse en ce moment le centre de la Jamaïque. Des vents de 295 km/h accompagnés de trompes d'eau. Les habitats, souvent précaires, résistent mal. Les premières images qui nous parviennent montrent des dégâts matériels considérables. Dans l'hôpital de Black River, les personnels et patients semblent terrorisés. L'océan déchaîné frappe les villages côtiers de plein fouet. Les autorités recensent déjà 3 morts. Et c'est l'ouragan, je disais, qui est le plus puissant, jamais avec des valeurs jamais enregistrées. Il y avait eu un record en 96, mais là on est à plus de 400 km/h. On n'imagine pas, on n'imagine pas cette puissance. Ouais, c'est dévastateur. Et là, je ne veux pas aller jusqu'à dire que c'est encore une fois la faute du sucre, mais c'est vrai que cette monoculture intensive, sans limite, de la canne à sucre, notamment dans les îles des Caraïbes, a vachement contribué à déséquilibrer les écosystèmes. Vous me disiez hors antenne que vous aviez jamais vu autant de misère à Saint-Domingue, que c'est quelque chose que vous avez marqué sur cette ville. Je dois dire que les plantations de sucre aujourd'hui, moi j'ai tourné au printemps 2024 dans la région d'El Seibo, donc au cœur de la République dominicaine. Les conditions d'existence et de travail de ces travailleurs migrants haïtiens sont innommables, inhumaines. Moi, j'ai rarement été confrontée à un tel abandon, une telle misère. Vous savez, couper la canne, au début du film, un coupeur de canne nous montre ses mains calleuses, il nous dit c'est le pire travail au monde. Et couper cette canne avec cette machette qui est coupante, qui est dure, qui est engagée, c'est hyper dangereux. Et moi, j'ai vu des hommes y aller à main nue, avec des jeans déchirés, des t-shirts sans manches, et retourner dans ce qu'on appelle les batailles, qui sont les anciens quartiers des travailleurs, qui sont très loin, isolés au cœur des plantations, avec un point d'eau pour 300 personnes, une petite case sans fenêtre, où des gens s'entassent à 4-5, des enfants qui n'ont pas accès à l'école, pas d'accès aux droits. C'est un dénuement. Et quand on sait quelle est l'histoire d'Haïti, bien sûr, quand on sait ce que porte ce pays, on a l'impression que c'est encore quelque chose de supplémentaire de rajouter. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu remettre cette histoire au cœur. Et c'est comme ça qu'on a construit le film. C'est pas juste un film d'histoire, c'est un film qui nous montre que l'histoire, elle se joue encore aujourd'hui. Elle se joue encore aujourd'hui et que les plantations sont encore là et que les conditions de travail ont assez peu évolué finalement. Oui, alors ça dépend. Ça dépend des pays. Par exemple, au Brésil, ce qu'on montre, c'est qu'aujourd'hui c'est à 95% mécanisé avec des énormes plantations. Mais chaque fois qu'on continue à couper la canne à la main, c'est des conditions terrifiantes. Et d'ailleurs, je voulais juste citer une enquête de nos confrères du New York Times qui était sortie l'année dernière en Inde, dans l'état du Maharashtra, et qui décrit les conditions de travail des travailleurs indiens sur les grandes plantations du Maharashtra, qui sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que c'est toujours le même système. La même mécanique, on pourra en parler. Mécanique de plantation qui se perpétue. Il y a 60 ans, Valérie, le 29 octobre 2025, on est le 30, c'était hier, donc, disparaissait Mehdi Ben Barka. C'est la fameuse affaire Ben Barka, grande figure de l'opposition marocaine et ennemi d'Hassan II. 60 ans après, son fils Bachir Ben Barka attend toujours des réponses sur la mort de son père. Il était interviewé hier dans C'est à vous. Bien sûr, beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de colère. Comment se fait-il qu'un crime d'État, un crime politique ait pu avoir lieu à Paris et que 60 ans après, il n'ait pas été élucidé? Et toutes les responsabilités ne sont pas connues. C'est insupportable pour nous, humainement insupportable, mais c'est politiquement inacceptable que le secret défense puisse encore, 60 ans après, être encore maintenu sur des documents. Je ne souhaite pas que ce soit des petits-enfants de Mehdi Ben Barka qui soient un jour obligés de continuer le travail de la recherche de la vérité. Qu'est-il arrivé à mon père? On ne peut pas douter qu'il ait été assassiné. Mais par qui? Comment? Où est son corps? Là aussi, nous, en tant que famille, ça fait 60 ans qu'on cherche un lieu pour aller le recueillir. On n'a pas de sépulture. Il y a d'ailleurs un livre qui sort sur l'affaire Ben Barka et qui cite qui aurait tué Ben Barka. Donc vous pouvez aussi aller voir C'est à vous sur le replay et aller voir également ce livre.
sur l'affaire Ben Barka. Bon, Valérie, franchement, avec toutes les invectives à l'Assemblée nationale sur le budget, les différents combats, je pourrais faire un zapping d'une heure avec vous, oui, bien sûr. Tellement il y a d'extraits sur les réseaux sociaux, à la télévision. Bah, j'ai pris celui qui a buzzé hier pour faire un exemple de ce qui se passe au budget. Le député de LFI, Aurélien Lecoq, s'en est pris aux actionnaires du CAC 40. Je sais pas si vous l'avez vu, il les a traités de parasites sans s'en rendre compte, que sa propre retraite complémentaire de l'Assemblée a été investie dans le CAC 40. C'est le député Gérald de Verny qui l'a remis en place. Et la séquence, on va dire, c'est la séquence buzz du jour d'hier. À quoi sert un actionnaire du CAC 40 ? Si ce n'est sans doute à être un parasite qui empêche que l'argent retourne dans l'économie réelle, dans les salaires ou dans l'investissement. En réalité, vous êtes un parasite. Et vous le savez même pas. Quelle ironie. Alors figurez-vous, monsieur Lecoq, que en fait, vous cotisez en tant que député à une retraite complémentaire et que cette retraite complémentaire est investie, y compris dans le CAC 40, comme tous les fonctionnaires de France. Oui, tous les fonctionnaires de France cotisent à une retraite par capitalisation. Et oui, collègues d'extrême gauche, par capitalisation. Et donc, une partie de toutes nos retraites complémentaires est investie dans des actions du CAC 40. Merci, monsieur le parasite. Ça s'appelle l'arroseur arrosé, non ? Ouais, absolument. Combien de sucre on consomme par personne ? Ça a augmenté, c'est une folie. C'est plus de 45. C'est combien ? Ça dépend des pays, oui, mais disons que on est entre 30 et 40 kilos de sucre par personne. Alors il y a quelques années, il y a plus de 50 ans, on n'était qu'à 9 kilos, c'est ça ? Non, ça c'était plutôt au début du siècle, du 19e siècle. Ouais. En fait, c'est le 20e siècle, c'est le siècle du sucre, dans la façon qu'a eu le sucre de s'infiltrer dans tout ce qu'on mange. Oui, l'industrie qui a transformé les aliments. Exactement. Et le sucre qui donne et c'est très lié du goût. C'est lié à la révolution industrielle, c'est-à-dire que le jour où vous produisez plus votre nourriture dans votre petit jardin parce que vous allez travailler en ville, vous devez acheter votre nourriture. Et c'est là où le sucre... Il y a un exemple que je trouve vraiment fascinant, c'est de montrer comment au 19e siècle, au tout début du 19e siècle, quand l'Angleterre rentre dans sa révolution industrielle, le sucre devient la première source de calories des travailleurs. Et puis parce qu'ils vont le mettre dans le thé, vous le racontez dans votre... le thé sucré. Donc, vous savez pourquoi je vous parle du sucre ? Dites-moi. Parce que c'est Halloween. Et Halloween a envahi nos campagnes et nos villes et surtout nos magasins. L'occasion de vous vendre... Alors je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une enquête de Que Choisir sur le fait qu'ils vous vendent les mêmes bonbons, en particulier Haribo, pour citer une marque. Moins cher, oui, plus cher si c'est... Parce qu'ils sont dans un sac aux couleurs d'Halloween. Oui, alors que c'est le même dragibus. C'est exactement la même. Votre dragibus, il va prendre 3 euros parce qu'il va être dans un bloc Halloween, mais c'est le même dragibus. Enquête du TF1, du Trésor de TF1 sur cette folie du sucre. Dans nos supermarchés, les paquets de bonbons spécial Halloween sont partout. Des éditions limitées en pagaille, souvent vendues plus cher. Leur saveur est-elle différente ? Nous vous avons fait goûter les deux. C'est les mêmes. Pareil. On goûte rien du tout comme différence, c'est exactement les mêmes. Pourtant, dans le magasin où nous tournons ce matin, à la caisse, la version Halloween coûte au kilo 1,66 € de plus que le paquet traditionnel. La pratique n'est pas isolée, c'est ce que dénonce aujourd'hui une association de consommateurs. Il y a vraiment les bonbons spéciaux Halloween qui sont beaucoup plus chers. On a des écarts qui peuvent atteindre plus 30 ou plus 40% pour des produits en fait qui sont le même mais qui sont un peu marketés pour Halloween. Sollicité, le fabricant Haribo conteste, lui, la pertinence de la comparaison. Cette année, pour Halloween, 50 millions de paquets de bonbons devraient être vendus. Un nouveau record. Il y a un auditeur qui demande si le sucre est la drogue la plus puissante au monde. Alors ça fait débat, mais ça fait des recherches scientifiques ont montré qu'il y a un effet addictif complètement, et que quand on arrête d'en manger, on se sent mal. Il y a un besoin d'y retourner. Après, pour rebondir sur cette histoire des bonbons d'Halloween, c'est vrai que on en a un petit peu marre, mais quelque part, si manger du sucre, c'était une fois par an, se faire plaisir avec des bonbons. C'est pas un drame. Il s'agit pas de se dire c'est fini à jamais. Le problème, c'est que le sucre est présent dans tout ce qu'on mange. Ouais. Si l'ONG Foodwatch avait sorti un rapport édifiant qui montrait que plus les aliments transformés sont bon marché et accessibles, plus leur teneur en sucre est élevée.
Si par exemple vous allez acheter une petite boîte de tarama pas cher, elle va avoir beaucoup plus de sucre que un produit premium. Et donc dans l'alimentation accessible aux classes populaires ou aux gens qui ont moins d'argent et moins de temps pour cuisiner, le sucre est absolument présent partout, dans les yaourts, dans les céréales, dans les conserves, dans les plats préparés, dans les petits pois. Et c'est là où la consommation a extrêmement augmenté et que le sucre s'est infiltré avec les dégâts sanitaires qu'on connaît. Bien sûr. Il faut mieux prendre un gage dans ce cas-là plutôt que donner des bonbons. Un bonbon ou un gage, je vais prendre le gage. Prenez le gage, Voilà, c'est le conseil qu'on pourrait donner. Alors Valérie, c'est un pan entier de notre culture de boomer qui va disparaître. Ce 31 décembre 2025, ça sera la fin de MTV. La chaîne MTV ferme et ses déclinaisons aussi finies, les MTV 80, 90, etc. Face à la montée de YouTube, de Spotify, d'Amazon Music, Paramount, le propriétaire actuel de MTV, préfère arrêter les frais. Donc les chaînes MTV s'arrêtent, fini les jingles créatifs. Mais ça veut dire qu'il n'y aura plus de clips non plus? De moins en moins de clips. Il y a de moins en moins de clips. On pourra. Moi, je suis génération clip. On pourra en parler. On va recevoir Philippe Manœuvre. On pourra lui parler d'MTV. J'ai fait garder ce son pour lui, pour tout vous dire. Non, mais c'est l'actualité. C'est l'actualité. La fin de MTV. C'est quand? Là, en décembre, le 31 décembre, il y aura plus de MTV. Et alors, je vous ai ressorti un jingle de l'époque, des années 80-90, avec dedans, il y a David Bowie, Cyndi Lauper, Boy George, Billy Idol, et qui crie I want my MTV. C'est un jingle de l'époque avec le son de l'époque. Turn it on, leave it on. America, see the music you want to see. I want my MTV. I want my MTV. I want my MTV. I want my MTV. 24 hours a day on cable TV. Stereo, interview, BJ, Tour Day, World Premiere Video, Special, Music News. I want my MTV, MTV, MTV. Yeah, too much is never enough. Et on a fini avec Billy Idol. Vous connaissez Billy Idol? Absolument. Ah oui, Money, entre autres. Rebel. C'est toute une époque, Valérie. On se retrouve dans un instant avec vous, Mathilde Damoiselle, pour parler de ce document, de ces deux documentaires en deux parties. Le sucre pour la douceur et pour le pire, à voir sur le replay d'Arte TV. Ça a été diffusé il y a une dizaine de jours. Ça a cartonné, ça a très très bien marché. Et c'est vrai qu'on peut saluer Arte pour la qualité de ces documentaires. Et puis qu'il laisse longtemps ces émissions sur le replay. C'est jusqu'en mars 2026. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous écoute depuis des années, tous les matins, dès que je pose le pied, j'allume Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Toute cette semaine, réveillez-vous avec Benjamin Glaise dans le Grand Matin Sud Radio. L'invité du jour. L'invité du jour, Mathilde Damoiselle. Vous êtes journaliste, réalisatrice. On encourage tout le monde à aller sur le replay d'Arte, puisque le doc, je l'ai dit tout à l'heure, a été diffusé il y a une dizaine de jours. Le sucre pour la douceur et pour le pire. Document en deux parties. Première partie où vous racontez un petit peu l'histoire des cannes à sucre, la façon dont le sucre, dont on a découvert en fait aussi l'intérêt du sucre. Et puis deuxième partie qui elle est un petit peu plus sur la révolution industrielle et ce que ce sucre a changé dans nos vies. On a des questions d'auditeurs qui demandent mais est-ce que c'est des mafias le sucre? Est-ce que on peut dire qu'il y a des cartels du sucre? Non, on peut pas parler. Vous parlez quand même d'une famille qui a la main mise sur 80% de l'exploitation du sucre aux États-Unis et son exploitation, enfin sa société vient d'être reprise par d'autres, puisque entre-temps il est mort. Mais vous racontez quand même qu'à un moment il y a la mainmise et vous parlez même de Trump à un moment qui va remettre en place une loi qui avait été enlevée sur la taxation, la fiscalisation du sucre, pour résumer. Alors c'est un petit peu résumé. Non, moi je n'emploierais pas du tout le mot de mafia. On est dans une économie complètement légale. On est sur des conglomérats, des multinationales, effectivement très concentrés. Et l'exemple que je donne, c'est celui du groupe Florida Crystal /ASR, qui est entre les mains de deux frères extrêmement célèbres aux États-Unis, les frères Fanjoul, qui ont recréé un empire du sucre, là où jusqu'au milieu du XXe siècle, l'économie était dirigée par l'empire de
Hagenmeyer, qui était le grand magnat du sucre. Donc là, on est sur une grande multinationale avec effectivement des entreprises satellites. Et de fait, la compagnie qui exploite les travailleurs haïtiens en République dominicaine fait partie de ce groupe. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2022, suite à des enquêtes journalistiques, sous l'administration Biden, les douanes américaines avaient enquêté, conclu à la violation de droits humains et interdit l'importation de sucre dominicain de cette compagnie aux États-Unis. Oui, moi, et en mars 2025, l'administration Trump a levé cette interdiction. Et bien évidemment, ces deux frères sont des grands donateurs des partis politiques américains. Oui, parce que alors, ils ont été très malins. Hein, vous le dites dans le doc. Il y en a un qui vote républicain et l'autre qui vote. Enfin, un qui influence les démocrates. Qui est très proche des démocrates, et l'autre très proche des républicains. Donc on vient de faire tous les tableaux. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que le sucre, c'est dans la première partie, c'était un luxe. En fait, c'était réservé à une certaine élite avant de devenir ce qu'on a dit tout à l'heure. Une denrée extrêmement rare et précieuse. Au British Museum, vous avez encore des plans, des sculptures de sucre qui ornaient les banquets à la Renaissance. On s'en servait comme médicament, on s'en servait comme épice. C'était extrêmement précieux. Oui, pour devenir par la suite bien à l'inverse. Exactement l'inverse. Un peu la calorie pauvre. La calorie pauvre et le sucre, il faut le rappeler, n'apporte aucun élément nutritionnel. Hein. C'est une denrée. C'est de l'énergie. Vide, c'est de l'énergie, mais c'est une calorie. Mais notre corps n'en a pas besoin. Même et le d'ailleurs, cerveau. Non, dans notre alimentation basique, il y a tout ce qu'il faut. Si vous mangez des fruits, des légumes, de la viande, il y a du sucre dedans, il y a des apports en glucides. Donc on n'en a pas spécifiquement besoin. En revanche, ça crée quelque chose dans notre cerveau qui est extrêmement agréable et on aime le goût. Hein. Un tout petit bébé va avoir une appétence pour le goût sucré. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. Au début, il était un luxe, le sucre. Mais il a peu à peu façonné l'histoire du monde. Quand on le presse, il en sort le sang de la classe ouvrière. Canne ou betterave. Notre monde est toujours profondément affecté par cette économie du sucre qui a été forgée à l'époque de l'esclavage et qui perdure. Il n'y a pas de limite à l'économie sucrière. Elle veut tout dégrader et détruire autour d'elle. Le sucre pour la douceur et pour le pire, à voir sur la plateforme arte.tv. Finalement, c'est le pire qu'on a eu. Comment ça, le pire? Pour la douceur pour le pire. Oui, moi je me suis surtout intéressée au pire. Bien évidemment, la douceur, on la connaît, mais on voulait vraiment dévoiler, un peu pour reciter Candide, le prix de ce sucre auquel on aspire tellement. Le prix humain et environnemental aussi. Et puis il y a un moment, ça sera sur la dernière minute, mais qu'il y a une grande partie de la première partie. À un moment, on va évidemment l'esclavage va être aboli. Ça va être enfin, ils se sont un peu préparés, hein, les grandes familles du sucre à la fin de l'esclavage, mais ils vont demander des compensations. Ils vont dire oh là là, j'ai plus d'ouvriers, faut me donner de l'argent. Eux vont recevoir de l'argent, mais les esclaves, non. Non, bien sûr. Et c'est la logique, c'est-à-dire que l'esclave était considéré comme une propriété, et au moment de l'abolition de l'esclavage, le débat est purement juridique et finalement comptable, et la France, comme l'Angleterre, vont indemniser les propriétaires d'esclaves pour la perte de leur propriété. Pour les esclaves, contentez-vous de la liberté. Toute relative. Le film retrace vraiment l'histoire de l'esclavage dans ces plateformes qui a commencé au XVe siècle à Sao Tomé et c'est vrai que c'est absolument fascinant ce que vous racontez. Et puis ce qu'on a voulu aussi montrer, c'est qu'une fois que l'esclavage est aboli, eh bien il faut que le système puisse continuer. Et c'est là où on invente. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant sur ce film, l'engagisme. C'est-à-dire qu'on va déplacer jusqu'à 2 millions de personnes indiennes et également de Chine pour aller travailler dans les plantations et remplacer à l'autre bout du monde les esclaves. Et ça a aussi contribué à façonner le destin de pays comme l'île Maurice, la Réunion, le Guyana et certaines îles des Caraïbes. Il n'y a pas eu de difficulté à tourner, il n'y a pas eu de pression, quand vous étiez à Saint-Domingue en particulier. J'y suis allée
petit peu à l'arrache. Oui, comme on d'accord. dit. C'est à voir sur arte.tv, donc c'est en replay, le sucre pour la douceur et pour le pire. On a un grand spécialiste du sucre en la personne de Perico Légas. Un sucre, c'est quand même un sucre formidable. Oui. Regardez ce doc, vraiment passionnant. C'est en deux parties et c'est assez un grand moment d'histoire. Voilà. Alors, Perico, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Je vais aller un petit peu vers l'Amérique latine, puisque je vais m'inquiéter du fait que le Mercosur va être signé malgré les promesses du président de la République. Pas. Il s'était engagé à ce que ça ne se fasse pas. Il aurait trouvé des compensations compensées par des compensateurs. Donc voilà, à décrypter. On va recevoir l'avocat Laurent Linhart qui défend le policier Éric G qui a tué un ressortissant qui s'était introduit chez sa grand-mère et qui s'est suicidé. Le policier. On va dire un mot sur les découvertes bancaires qui vont être limitées. Est-ce que c'est réservé aux riches ou aux pauvres? On recevra Dominique Enract, qui est le président des boulangers, parce qu'ils en ont marre d'être ennuyés parce qu'ils veulent ouvrir le dimanche. On va revenir sur les accords franco-algériens pour lesquels le ministre de l'Intérieur semble extrêmement précautionné. Et là, on va à un vote à l'Assemblée qui a voté la résolution déposée par l'Assemblée nationale à une seule voix, 185 contre 184. Et on va recevoir en dernière heure le grand Alexandre Jardin, qui est un ami de la maison, pour qu'il nous explique quelle est la démarche, cette jacquerie qu'il a organisée avec les gueux, pour savoir si la souveraineté populaire va pouvoir enfin retrouver ses prérogatives légitimes. Merci, et on vous retrouve tout de suite, Perico, sur Sud Radio. Merci Valérie. Sud Radio.